Le cercle RH avec deux invités pour parler. Alors aujourd'hui, c'était le thème du télétravail. On va bien sûr en parler parce que est-ce qu'il a vraiment trouvé sa place dans nos organisations? On venait d'en parler avec Fanny Griesmer et puis l'actualité nous rattrape évidemment avec ce pass sanitaire, les annonces d'Emmanuel Macron, un projet de loi en préparation, le ministère de l'économie, le ministère du travail qui planche pour savoir si lorsqu'on ne sera pas vacciné, il sera possible de mettre à pied un salarié puis de le licencier. Bref, on accélère la motivation des salariés à se faire vacciner. Ça, c'est un vrai sujet. Avec un autre débat induit, c'est si on m'oblige à licencier un salarié, dans la restauration par exemple, qui prendra en charge le coût de ce licenciement, parce que ce n'est pas la volonté de l'employeur, mais bien la volonté de l'État de le licencier. Il y a beaucoup de sujets sur la table, et ça ressemble un peu à un casse-tête d'ailleurs pour le gouvernement. Avec moi, Benoît Serre, que je retrouve avec grand plaisir. Ça faisait bien longtemps que vous n'étiez pas venu sur le plateau. Vice-président de l'Association nationale des DRH, 5000 membres, un peu plus de 10 millions de salariés. Exactement. Et on va entendre la position de la NDRH. Je précise que vous êtes DRH de L'Oréal France. Oui. Et c'est un vrai plaisir, parce que c'est une nouvelle fonction que vous occupez. Peut-être viendrez-vous nous parler de la rentrée. Oui, je vous lance déjà les invitations. Avec plaisir. Merci d'être avec nous en tout cas. Emmanuelle Barbara, merci de revenir sur le plateau. Avocate associée en droit du travail, cabinet Auguste de Bouzy. Vous étiez venu nous parler il y a quelques mois, non pas de ces questions d'ailleurs, mais du droit du travail. Commençons par regarder ce qui va se passer. Un projet de loi est en préparation, le Conseil d'État va devoir examiner si tout ça est très clair. Regardez les hypothèses possibles, avec une mise à pied de 2 mois, si le pass n'est pas conforme pour le salarié, ça s'est évoqué, avec un délai jusqu'au 31 août, puisqu'il avait été évoqué fin juillet, 31 août, pour être en règle en termes vaccinal. Et puis après 2 mois, si toujours pas de passe conforme, possibilité d'un licenciement. Je dis possibilité parce que le législateur n'a pas tranché. Je me tourne vers vous, l'avocate, parce qu'on va avoir la position de la NDRH et les entreprises qui doivent vous appeler. Que dit le droit sur cette question? On a le droit de se séparer ou de mettre à pied un salarié qui dit « Dans ma liberté de conscience, je ne souhaite pas être vacciné ». On a eu des manifestations dans plusieurs villes de France hier. Oui, j'entends bien que cette question est pour le moins éruptive. Cependant, si le droit vient intégrer dans son dispositif une obligation, j'allais dire réglementaire, enfin une obligation de cet ordre, qui existe pareillement pour, je rappelle, pour le dernier, comment dirais-je, vaccin en date qui concernait l'hépatite. On a eu cette introduction de l'hépatite à titre obligé. Je ne sais plus quel est le numéro de Kazakh, mais ce serait le 12e, il me semble, celui-là. Eh bien, si dès lors que cela rejoint, j'allais dire, une obligation légale de présenter, eh bien, si cette obligation légale n'est pas remplie par le salarié, il peut faire l'objet en effet d'une éviction, et ça a été déjà jugé au titre précisément du vaccin de l'hépatite B. Un personnel assujetti à cette obligation n'avait pas présenté ou ne voulait pas, etc. Donc le licenciement a été prononcé. Et il y a aussi toute une jurisprudence sur les permis de conduire. Je veux dire, les permis de conduire, c'est une obligation pour qui conduit dans son activité professionnelle. S'il n'a pas le permis de conduire, comment vous dire que ça pose un problème? Donc, c'est de cet ordre-là, en fait. Alors après, comme nous, on est à la phase d'avant, c'est-à-dire à l'introduction de cette nouvelle obligation dans notre dispositif légal, forcément, ça crée, à raison de ce sujet qui, hélas, anime notre vie depuis 18 mois, un certain nombre de questions. Mais fondamentalement, une fois qu'on y est, si on y est, on verra quelle est la loi. Eh bien, ça s'appliquera. Benoît Serre, là, à la fois le DRH, parce que je veux dire, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un gros service DRH chez L'Oréal, et puis vice-président de la NDRH. D'abord, côté NDRH, qu'est-ce qui remonte en ce moment des entreprises? Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, mais alors il y a la partie juridique qu'Emmanuel vient de traiter. De toute façon, c'est pas nouveau. C'est pareil pour la visite médicale d'embauche. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça qui font que c'est obligatoire. On s'y plie, quoi. Et que si celui qui veut pas, il en tire les conséquences. Donc le juridique, c'est pas tellement le sujet. On va avoir un projet de loi. Le sujet, c'est comment on va gérer ça. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement? Le gouvernement, pour des raisons qui lui appartiennent, n'a pas souhaité rendre la vaccination totalement obligatoire. C'est ça. Et par conséquent, se tourne vers les entreprises en disant « gérez-nous l'obligation, globalement ». Ce qui était la pire des solutions. On est d'accord. Pour nous, sur un plan opérationnel, parce qu'effectivement, on peut dire juridiquement, celui qui ne veut pas, mise à pied, pas de salaire, puis licencié, tout ça. Oui, c'est juridique. Mais ça c'est juridique. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu compliqué à gérer quand même. Alors, nous, on est plutôt partisans d'introduire une logique de souplesse à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, c'est de dire, celui
qui sait qu'il doit présenter un pass sanitaire et qui ne le fait pas volontairement une fois, deux fois, il ne peut pas rentrer dans l'entreprise ou dans la boutique ou dans le centre commercial, enfin différent, ou le restaurant. On lui prend des jours de congé en lui disant vous avez 24 heures pour aller au moins faire un test PCR et déclencher vos opérations de vaccination. Parce que l'une des difficultés quand même de tout ça, c'est que la vaccination, vous savez, entre le premier et le deuxième, c'est 21 jours, après c'est 15 jours. Enfin, donc, même celui qui voudrait, qui ferait preuve de très bonne volonté, il ne peut rien faire avant le 15 août. C'est ça, c'est pour ça qu'on a repoussé. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc ça a été repoussé, mais du coup, c'est un peu paradoxal avec l'urgence de la 4e vague qu'il faut arrêter. Donc bon, voilà. Peut-être, je sais pas. Donc ça, c'est la première chose. Donc on est plutôt sur une logique de souplesse pour que les gens s'adaptent. Après, si vous tombez sur quelqu'un qui volontairement refuse idéologiquement, c'est son problème, de se soumettre à une obligation légale, quels que soient les motifs pour lesquels, sauf si c'est des motifs médicaux qui rendent impossible la vaccination. Il y a un moment où c'est pas l'entreprise d'en tirer les conséquences. En revanche, c'est au salarié à tirer les conséquences du choix qu'il fait. Il est très respectable, mais nous, on est soumis à une obligation de sécurité et de responsabilité. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que pendant ces 18 mois, on nous a quand même gentiment rappelé la responsabilité de l'employeur. Voilà. Pénal, je parle sous le contrôle manuel, mais pénal. Protéger le salarié. Si demain j'ai un cluster qui se crée dans une entreprise parce qu'on a laissé rentrer des gens qui n'avaient pas le pass sanitaire et qui donc étaient contaminés, qui on va venir chercher? Pas le salarié. On va venir chercher l'entreprise. C'est un vrai très gros sujet. J'en soulève un deuxième à l'avocate que vous êtes et la spécialiste en droit du travail, qui peut choquer les employeurs parce qu'on leur a demandé beaucoup de choses aux employeurs depuis 18 mois. Beaucoup de choses. Du gel hydroalcoolique, des sens de circulation, des responsables référents Covid dans l'entreprise. Bref, beaucoup de choses. Policiers, pompiers, infirmières disent, là, à travers leurs syndicats, leurs représentants, il n'y a aucune obligation à être vacciné. Ça vous choque, l'avocate que vous êtes? Là, je parle de service public, de femmes et d'hommes qui viendront frapper à la porte des salariés pour voir s'ils sont bien en isolement pendant 10 jours. Personne qui frapperait, qui ne serait pas vacciné. Enfin, permettez-moi de vous dire que ça semble quand même un peu dingue. Enfin, je le dis en souriant, mais quand même. Oui, en effet, il y a lieu de le dire en souriant, si je puis dire, puisque c'est une sorte de contradiction ou de paradoxe ultime. On n'est pas, enfin, notre vie est pétrie de contradictions. S'il s'agit de mettre en œuvre des contrôles, ces contrôles étant à la main de ces corps-ci, s'ils ne sont pas tous encore ou en cours, enfin, ou invités quand même comme la population générale. Je rappelle quand même que tout ça s'inscrit dans une sorte d'invitation, comment dirais-je, appuyée. Oui, avec on pousse appuyée, un peu. Appuyée pour se vacciner. Donc forcément, on va trouver des... Et ça a marché. 1 million Et je pense qu'on peut s'en réjouir. Je ne suis pas épidémiologiste, encore qu'après 18 mois, on peut se demander si chacun d'entre nous n'a pas acquis cette compétence. Mais enfin, toujours est-il que là, en l'espèce, on pourrait se trouver confronté à des paradoxes de cette nature. Mais à un moment donné, il faut avancer et le système de contrôle, puisque contrôle il y a, devra être effectué et dévolu par des corps précis. Débat sur les contrôles, puisque les policiers ont déjà annoncé, mais ce n'est pas le sujet de notre émission, qu'ils ne pouvaient pas le faire et qu'on le ferait avec les agents de la Sécu. Oui, mais c'est comme les restaurateurs. Vous disent, moi déjà, je prenais le numéro de portable. Maintenant, il faut que je vérifie le pass sanitaire. Ça ne marche pas. C'est un peu compliqué quand même. Donc, mais il faut bien le faire. Alors, il paraît qu'il y a une appli formidable qui permet de le vérifier en quelques secondes, etc. Tout ça doit être équipé. Mais c'est toujours le même sujet. Moi, je ne conteste pas le fond des décisions qui ont été prises par le président de la République, puis on verra ce que le Parlement fait. Mais après, la mise en œuvre opérationnelle, elle est un peu compliquée. On va parler du télétravail parce que c'est aussi lié à la période de confinement de 10 jours où on pourra peut-être autoriser le salarié à être en télétravail. Il se confine, mais il bosse. Ça, c'est une question. Celui qui peut, bien sûr. Celui qui est en télétravail. S'il ne peut pas rentrer dans l'entreprise parce qu'il n'a pas son pass sanitaire, à la limite, il reste en télétravail. Vous aurez d'ailleurs probablement des effets d'aubaine. Évidemment. Vous aurez un double effet d'aubaine. Vous avez des gens qui vont dire moi, je vais rester en télétravail juillet-août. Pas mal. C'est un bon mois. C'est vrai. Et d'autres qui vont dire je ne vais pas y aller une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils vont bien finir par me virer à la fin. Et il y a aussi des indemnités qui vont avec et ça m'arrange. Comme toi, j'ai pas besoin de négocier mon licenciement. C'est une bonne. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr. Le salarié. Mais c'est comme ça. C'est la vie des entreprises. Mais je vous pose un cas de conscience, un cas concret, un cas d'école. À la tête vous êtes DRH France de L'Oréal. Vous êtes face à un salarié auquel vous êtes, j'allais dire, attaché, qui correspond exactement aux compétences que vous cherchiez. Vous y tenez, vous souhaitez le garder. Il avait un plan de carrière, il allait apporter à L'Oréal. Mais ce salarié vous dit je ne veux pas me faire vacciner. Non mais il faut le dire. Non, vous le licenciez. Moi je peux pas rendre sur ce plateau des engagements pour L'Oréal. Non mais en tant que DRH. Mais la question c'est que dit la loi? Vous savez, moi comme DRH j'ai toujours été convaincu que
le pire des sentiments dans l'entreprise, c'est l'inéquité. Si je commence à accepter que quelqu'un, parce qu'il est bon, parce qu'il a de la compétence, parce qu'il est important pour l'entreprise, lui, il a le droit de rentrer, parce qu'il n'est pas, et l'autre pas, ça s'appelle de l'inéquité, c'est le sentiment le plus dévastateur. Et puis en plus, d'abord, je suis juridiquement affaibli, et ça, c'est pas mon truc. Et la deuxième chose, c'est que c'est inéquitable. Non, je pense qu'il faut respecter une règle. Sincèrement, on est dans un... Quoi qu'on en dise depuis quelques jours sur les plateaux de télévision, on est encore un peu dans un régime démocratique. Le président de la République a annoncé quelque chose. Il y a un projet de loi qui est présenté au Premier ministre, au Conseil des ministres, le 19 juillet. Ça présente au Parlement le 21. En France, on a un Parlement, les gens vont voter, ça sera applicable et terminé. Voilà, mais comme on le fait depuis 1 an et demi, le seul point sur le télétravail, c'est que moi, je me demande à quel moment un nouveau protocole sanitaire va apparaître, qui nous impose, comme on l'a fait par le passé, parce que ça serait logique, c'est une 4e vague, le télétravail massif, vous connaissez le débat qu'il y a eu. Or, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On est en train de mettre en œuvre les 20 000 accords de télétravail depuis le 30 juin, puisqu'on n'a plus de jauge. Et donc là, ça serait une sorte de retour en arrière, ce qui, sur un plan managérial et opérationnel, ça va être un peu compliqué, parce que là, on essaye de s'organiser. Benoît Serre, vous faites la bascule, mais sur cette question du télétravail, dans les 10 jours où on dit à la personne, vous êtes confiné parce que, attention, on a mal fait ça pendant ces 18 mois, on n'a pas vraiment contrôlé tout cela, là, visiblement, les choses vont être plus rigoureuses. On dit à la personne, tu seras en télétravail, tu pourras continuer à travailler sans aucun problème. Cette question du télétravail, elle est derrière nous, parce que j'ai beaucoup de chefs d'entreprise sur ce plateau ou en off, en small talk, comme on dit, qui vous disent, moi, la première chose que j'ai faite, c'est de demander à tous mes salariés de revenir sur site. Et hors de question qu'il y ait la moindre négociation, on revient, puis on négocie éventuellement des jours de télétravail. Vous les avez, ces employeurs face à vous qui vous le disent? Écoutez, c'est simple. C'est un réflexe. On a tout. On a toutes les attitudes possibles et inimaginables sur un spectre qui va de celui-ci, c'est-à-dire maintenant on rigole plus. C'est ça. Et on oublie cette funeste période qu'on a traversée. Donc on vient bosser comme d'hab, normal. Et à l'inverse, d'autres qui, à l'extrême, disent non, mais finalement on a bien réfléchi, c'est pas mal cette affaire, on va plier la moitié ou les 3 quarts. Et donc entre ces deux attitudes, dont la première, typiquement, et c'est intéressant, est tenue par les JP Morgan de Wall Street, c'est assez marrant, qui ont dit moi vivant, je veux dire tout le monde sous le nez, c'est ça, tout le monde au bureau. Et à l'inverse, de l'autre côté, un certain nombre évidemment d'entreprises techno qui disent non, moi c'est terminé, je ferme tout, et puis vous faites les Twitter, etc. Vous travaillez toute votre vie si vous voulez sans que je vous vois plus jamais. Donc voilà. Et alors maintenant qu'on en est là, où est la vérité vraie? Elle est dans le ventre mou entre ces deux extrêmes. Et à la vérité, moi ce que je pense en tant que, j'allais dire, praticien, c'est-à-dire à la fois en vigie, mais en même temps pas tellement concerné, à la différence de mon ami Benoît, qui eux, sont placés dans un vrai sujet complexe, c'est que dans le fond, la question, on n'a pas la réponse encore. C'est-à-dire que je pense que le jury délibère. C'est ça. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est sorti du télétravail massif forcé. On en est sorti. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure, à la vérité, modulo les fameux 10 jours, etc. Mais au-delà de ça, de la suite des événements, on n'en est pas encore complètement sorti. Et je pense qu'il y a quand même un temps de prise en considération de la situation telle qu'elle en résulte. Je rappelle un tout petit point qui est important pour notre débat, c'est que le télétravail est un mode d'organisation du travail, c'est-à-dire du management qui est donc, j'allais dire, très éloigné de considérations juridiques en soi. Enfin, je veux dire, c'est un problème de management. Exactement, et des interactions. À l'inverse, ça n'est donc pas un statut. On n'est pas télétravailleur comme on est indépendant ou comme on est salarié ou au CDD. C'est pas dans le code du travail, on est d'accord. Non, c'est pas ça la question. C'est que si, bien sûr, c'est dans le code du travail, mais il n'y a pas... Il y a 3 articles, le 12, peu importe les numéros, c'est pas intéressant, mais il y a 3 articles qui régissent cette faculté offerte à l'entreprise de mettre en place. Mais ça n'est pas un statut. Donc dès lors que ce n'est pas un statut, il n'y a pas de revendication à en être ou à pas en être. C'est-à-dire que c'est une question intime à qui? À l'entreprise. Benoît Serre. Alors sur le télétravail, c'est vrai que si on veut que cette alternative à l'organisation du travail dure dans le temps, parce qu'elle présente un certain nombre de qualités, il faut le reconnaître. Elle va durer, selon vous d'ailleurs? Elle va durer si on laisse les entreprises s'organiser, prendre le temps qu'il faut pour le faire. Parce que là, on est entré dans une nouvelle phase. On a eu le télétravail forcé, subi. Il faut reconnaître que les gens ont plutôt adhéré au truc. Il y a eu quelques cas, ça s'est mal passé, mais globalement, c'est plutôt sympa. Donc, et les gens travaillent. La productivité ne bouge pas, tout simplement, parce que ceux qui font rien au bureau font rien chez eux, et ceux qui travaillent au bureau travaillent chez eux. Donc, de toute façon, il n'y a pas de débat. Non, mais c'est vrai. C'est bien de l'entendre ça. Non, mais c'est un faux débat. Donc, la productivité ne bouge pas. Mais là, on le sait depuis des années, ça. Donc, aujourd'hui, le télétravail est en train de s'installer sous un certain nombre de conditions.
Alors, quelques entreprises, beaucoup d'entreprises ont fait des choix d'accords sociaux, même si c'est pas obligatoire à ce jour. Ouais. La deuxième chose, c'est que en moyenne, on est à 2 jours, mais ça, on sait depuis longtemps, puisque, si vous vous souvenez, j'étais venu en parler ici, je crois, en juin 2020, il y a eu une étude à NDRH BCG qui montrait que tout le monde voulait 2 jours max, parce que quand vous êtes à 3 jours, vous changez de monde, hein, vous êtes plus souvent chez vous. C'est vrai. Donc, deuxième considération, le nombre de jours. Alors, troisième considération, qui est le choix qu'a fait L'Oréal, en l'occurrence, c'est le double volontariat. C'est-à-dire qu'à la fois, le salarié est volontaire, mais son manager est d'accord. Parce que ça correspond à une organisation. Exactement, parce que vous avez quand même. C'est une condition légale. Vous avez quand même. Oui, mais même. Le vous avez rapport au quand même la collectif. nécessité Bah oui. que le collectif prime sur l'individuel, Bien sûr. grand 1, et que grand 2, l'activité prime quand même sur le confort personnel. Bien sûr. Ça, c'est quand même une C'est deuxième très autre important. condition. Et puis, la troisième chose qui va arriver, peut-être pas tout de suite, mais à mon avis assez vite, c'est qu'il va falloir résoudre le problème, j'en parlais tout à l'heure, d'inéquité de traitement entre celui qui peut et celui qui peut Et pas. celui qui n'a pas, qui a un métier où il doit Et venir. oui, c'est quand même pas la même chose. Et quand j'entends tous les débats sur le fait qu'il faut indemniser le télétravail, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas indemniser ceux qui n'y ont pas accès, finalement? C'est vrai. peut-être le mauvais débat. Et puis le dernier point, C'est une bonne question. le dernier point là-dessus, c'est que de toute façon, si on va trop loin, si on va méthode Twitter, je vous fiche mon billet qu'un jour, vous aurez, Il y a plus d'engagement. Comme un grand patron disait il y a 20 ans, il faut des entreprises sans usine. Sans usine, Bientôt, vous aurez des entreprises sans gens. Donc c'est plus une entreprise. Vous aurez une espèce de système de mondialisation des compétences, puisque quand vous recrutez, vous faites un croisement entre la compétence et le coût. Eh ben, le modèle social français, le modèle social européen de l'Ouest, globalement, on sait que c'est pas le meilleur coût. Donc ça va. Donc il faut pas s'engager dans le truc avec naïveté en pensant que ça va être formidable et que c'est open bar pour tout le monde. Et c'est la définition dans les entreprises, dans les intentions. Le collectif prime, de l'activité, et puis après on regarde. Maintenant, qu'on le favorise, L'Oréal a fait un accord jusqu'à 2 jours. Mais vous n'êtes pas obligé. Parce que je trouve qu'il y a une ambiance, et je termine là-dessus, La dynamique. une sorte d'injonction au télétravail. Comme si celui qui dirait, mais moi, mon activité est télétravail absolument, ça ne m'intéresse pas, je préfère aller au bureau. Alors on le pointe du doigt. Alors lui, on dit, mais comment ça, mais t'es un ringard? Mais pas du tout, c'est une injonction. C'est un phénomène assez urbain. Quand vous mettez 10 minutes pour aller à votre boulot et vous pouvez rentrer déjeuner chez vous, le télétravail est beaucoup moins intéressant quand même. Ça, je suis d'accord. C'est les temps de transport qui est posé. C'est un peu la version travail de la Startup Nation. C'est ça. Il y a un moment où... C'est Twitter. Barbara, une nouvelle lutte des classes, non plus. Parce qu'il y a une lutte des classes là qui va se entre les travailleurs et lutte des classes, je ne sais pas. Mais ce que vient révéler ici le point de vue fort pertinent de Benoît, c'est qu'en fait, on est rentré dans l'ère de l'ultra-individualisation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je prenne en considération les cadres ou les cadres, je sais pas, les cadres de bureau, mais c'est Dupont-Durand, etc. Exact. Et Dupont-Durand, dans la même catégorie, n'a pas les mêmes attentes, n'est pas au même niveau, n'a pas les mêmes familles, etc. Mais alors, oui, mais ça re-questionne de manière très fondamentale. Alors, tu évoquais la problématique du contrat et j'allais dire, de l'appartenance et du modèle tel qu'on l'avait bâti à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Mais la réalité, c'est que particulièrement en France, et c'est une question là pour le coup culturelle, on adore classer. Nous sommes des ingénieurs, nous adorons classer coefficients, catégories, j'en passe, grande convention collective. C'est vrai. Et c'est très complexe quand on y... Cadre, non cadre. Mais cadre, non cadre, c'est déjà fastoche. Mais alors après, on a les facéties, les catégories, etc. Et puis ça ne plaisante pas sur le sujet. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette approche qui fait que, alors est-ce qu'on fait du télétravail ou pas, et comment, et qui, et pourquoi, etc., est un élément extrêmement perturbateur de notre système où on avait instauré des normes et mieux que ça, des catégories dans l'entreprise qui sont tout ça extrêmement fait voler en éclats. Sans le dire, il faut le dire à personne parce qu'encore une fois, ça attise l'anxiété, etc. Mais la réalité, c'est que oui. Qu'est-ce que ça veut dire, catégorie 4, machin, dont la définition de poste est d'être capable de faire ci ou ça. Je veux dire, la question de savoir. Il y a l'obligation de réécriture finalement. Alors de réécriture ou de vivre avec, c'est-à-dire d'accepter que nous sommes dans un univers qui en fait s'horizontalise, pardon pour le terme bizarre, qui donc s'éloigne de la figure à la fois de l'usine et de la verticalité des bureaux, bien sûr. Les bureaux de la défense, etc., avec chef, sous-chef, etc. Nous sommes en train de tâtonner, nous autres, particulièrement. Et c'est un siècle qui va davantage, je parle du 21e, à des cultures ou des mentalités plus communautaires, plus habituées au réseau. Voyez, plus habituées au réseau. Nous, le réseau, on est défiants. Enfin, nous, notre problème, c'est la défiance. Moi, mon chef, mon sous-chef, etc., j'ai besoin de les toucher pour m'assurer que... Il fait bien son job, il est bien là. Oui, quand même. Et cela dit, les entreprises savent néanmoins qu'il y a les types qui ne sont pas... C'est vous, même, Barbara. J'espère bien. Non, mais je pense qu'il y a un sujet sur l'individualisation, c'est un mouvement. L'individualisation de la relation employeur-salarié, elle est déjà engagée depuis longtemps, mais surtout elle est accélérée par cette crise et par un autre phénomène, qui est que dans votre vie privée,
entre les Facebook, les machins, vous êtes très individualisé. En fait, on vous pousse ce que vous avez envie de voir, on vous pousse ce que vous avez envie d'entendre, etc. Donc les gens sont habitués à avoir une espèce de service à la personne. Sur mesure. On prend une formule Du coup, ils disent, mais pourquoi l'entreprise ne fait pas comme ça pour moi aussi? Exactement. Et ça pose plein de problèmes vrai, parce que votre système de santé, il est pensé en protection sociale collective, puisqu'il est mutualisé. En fonction de moi. Et à un moment, pendant la crise, on nous a dit, alors il faut protéger les vulnérables, différemment des non vulnérables, différemment des jeunes, différemment des vieux, différemment des ceci, cela. Si demain on se retrouvait comme des RH à devoir gérer une somme non seulement de catégories, mais également d'individus qui ont toutes une situation différente, ça va devenir un casse-tête absolument épouvantable. Et la notion de collectif va disparaître assez fortement. Et ça va poser la question de l'existence même de mon point de vue de l'entreprise. Et le deuxième sujet, la version très présentéiste, très hiérarchisée du management à la française. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai que vous avez encore des gens aujourd'hui qui vous disent, moi je suis chef quand j'ai des gens autour de moi. Quand ils sont autour de moi, en fait je suis pas chef. C'était ma première question. C'était ma question. Bon voilà, donc, mais on va avancer. Mais je pense que c'est une transformation. On a dit transformation orga du travail, puis société du travail. En fait, je pense qu'il serait une transformation de la société. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle se fasse en 3 mois. Elle va se faire en 10 ans, 20 ans, 30 ans. On verra. Parce que tu vois, il y a des jeunes gens, je pense qu'il y a des jeunes gens qui n'ont pas connu, enfin qui ne connaissent pas, parce qu'ils ont commencé à bosser là, l'idée de métro, boulot, dodo. C'est-à-dire les 3 temps, disons les 2 temps, métro, boulot. Embauchés pendant le Covid, ils n'ont pas connu. Ils voient pas. Donc soudainement, on leur dit, bon, tu vas rire, mais en fait, il s'agit d'aller sur un lieu de travail distinct de ton lieu de vie. Mais de quoi De quoi vous me parlez? Mais pourquoi ça marche pas bien? Je fais pas mon boulot, etc. Exact. Mais si, mais en fait, le rituel, la liturgie fait que nous avons bâti un monde dans lequel on a séparé le lieu de travail. Et en fait, c'est intéressant parce que historiquement, quand je dis historiquement, c'est-à-dire le XVIe siècle jusqu'à samedi en 8, on a inventé, au gré des révolutions industrielles et à raison de l'usage des grosses machines, l'idée de travailler sur un lieu distinct. Mais c'est récent. Mais bien sûr. C'est très récent. Mais bien sûr. Les artisans, etc. Et ça pose aussi le travail des femmes. Enfin bon, l'atelier était, la maison était au-dessus. Exactement. Mais évidemment. Et donc, du coup, est-ce que c'est une parenthèse? Voilà. Le mot de la fin sera donné par Benoît Serre. Un voilà qui nous close débat. Je voulais juste lui demander en 10 secondes, parce qu'on va être très en retard, la NDRH est consultée par le ministère du Travail, j'imagine. On passe beaucoup de temps avec parce que vous êtes la tête dans le guidon. Pour donner notre avis, dire comment les DRH réagissent, puis après, le gouvernement prend sa responsabilité. Voilà. Emmanuel Barbara, merci, avocate associée en droit du travail et cabinet Auguste Debouzy. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à Benoît Serre. Malgré votre emploi du temps, vice-président de la NDRH et DRH de L'Oréal France. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour cette émission parce que on va en savoir plus dans quelques heures, dans quelques jours, pour savoir ce qui va se passer réellement pour nos entreprises. La bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est un concept bullshit, la bienveillance? Peut-être. Julien Morisson nous en parle. Il est là, c'est tout de suite.